Et bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à vous d'être ici aujourd'hui pour cette troisième édition de DevQuest. On va attendre que les slides arrivent, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Gros changement. Messieurs, Pardon. on va commencer dans le vif du sujet. Je tenais à remercier énormément toutes ces personnes. Même si je suis dedans, bien sûr. Mais pour tout le travail qui est fait, ça a été une année particulièrement compliquée. Mais voilà, toutes ces personnes contribuent plus ou moins dans l'ombre pour réaliser du coup cette troisième édition pour vous. On espère que ça va vous plaire. Et on va revenir. Merci. Merci pour eux. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, c'était une grosse année pour nous. Ça s'est très bien passé. Il y a eu des gros changements par rapport à la première édition. On est passé sur 2 jours au lieu d'une journée. On a eu plus de 400 participants au total. Il y a eu énormément de personnes qui nous ont regardé sur Twitch aussi, parce qu'on fait à peu près les mêmes statistiques en fait sur Twitch qu'en présentiel. Nous sommes une nouvelle fois sur Twitch cette année, uniquement dans la grande salle. Coucou le chat. Donc coucou le chat. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs sur Twitch quand vous verrez des conférences. Les maîtres de cérémonie seront là pour essayer de partager vos questions à nos chers speakers. L'année dernière également, plein d'entreprises partenaires, c'était super cool. Et on a réussi à mettre en place plus de 40 présentations au total, donc tout format confondu, les quickies, les workshops et les conférences classiques. Et apparemment, ça vous a plu parce qu'il y a eu énormément de très bons retours. Une chose qu'on a mis en place dès le début et qui nous rend très fiers, c'est les soirées tremplin. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est en co-organisation avec Craft Records. Bon, encore co-organisation, c'est surtout Julien Topsu de Craft Records qui gère tout. Nous, on est juste là pour trouver un lieu pour vous accueillir. Le principe, c'est pour des personnes qui souhaitent se lancer dans des conférences, qui n'ont pas d'expérience, qui ne savent pas trop comment faire, mais qui sont motivés, qui ont une idée. En fait, c'est fait pour ça. Vous postulez sur un CFP tremplin qui est dédié et ensuite, on vous prépare un coaching de 2 mois avec des personnes qui sont expérimentées autour des conférences pour vous préparer à la prise de parole en public, pour vous faire des abstracts pour être pris dans des conférences. On vous entraîne, il y a des sessions de répétition, etc. On joue ça 2-3 semaines avant l'événement. C'est choisi après par le public et après vous avez des chances de gagner votre place au DevQuest officiel. Et en fait, depuis le début, on est arrivé à peu près à 13 nouveaux speakers qui ont participé au tremplin, qui ont été lancés par le tremplin. Et à savoir qu'en fait, ces 13 participants ont tous joué dans des conférences suite à ça. C'est des conférences qui marchent très très bien. C'est très dynamiques. Ils ont réussi à se lancer. Et parmi eux, il y en a 3 qui ont été sélectionnés au Devox à Paris grâce à la qualité des conférences qu'ils ont pu faire. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer, profitez-en, quoi. N'hésitez pas. Allez, viens, on est bien. Et pour cette année, excusez-nous. Désolé, on a un nouveau stagiaire, c'est compliqué cette année. Donc, non mais tout va bien se passer. Donc, cette année, on a réussi à maintenir sur 2 jours. On a eu très peur, mais au final, les chiffres sont pas à jour. On aura une rétro plus tard, on verra ça l'année prochaine potentiellement. Mais on fait à peu près les mêmes statistiques en termes de participants normalement. Moins d'entreprises partenaires, on a moins de sponsors, donc moins de sponsors, moins de budget fait que c'est compliqué. Par contre, tout autant de propositions de talk. Depuis le début, en fait, nous, alors première édition, on avait 20 slots de disponibles, on a eu 162 propositions de conférences de fait, donc autant dire que choisir 20 conférences sur 162 propositions, c'est très compliqué pour nous parce qu'on a envie de toutes les prendre. La plupart, elles sont super bien. Deuxième édition, on en a eu plus de 200 propositions, je crois. Et là, cette année, on s'est dit, on va essayer de réduire le temps pour postuler. Et en fait, on a enlevé 2 mois sur les temps pour les propositions. On a quand même fait 167 propositions par les speakers. Donc merci à vous, les speakers, d'être aussi force de proposition.
mais ça ne nous aide pas à vous choisir. Cependant, cette année, mine de rien, on a fait quelque chose de différent. On a demandé à 10 personnes volontaires de nous aider à choisir les talks. Donc c'est 10 personnes qui ont postulé, enfin qu'on a contacté, qui nous ont aidé à voter en plus sur les conférences pour qu'on ait d'autres avis extérieurs de ceux de l'association. Et c'était très cool, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que le nombre de fois où on se réunit et puis qu'en fait on est à peu près tous d'accord, mais qu'on ne sait pas trop comment trancher, les avis extérieurs sont toujours les bienvenus. Cette année, donc, comme je le disais, on renouvelle sur Twitch le direct de la Forge. La captation est toujours gérée par Mstream, donc merci à Mstream pour toute l'organisation au niveau de la production. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. On a réussi à faire revenir Sortilège et Retro Game Boy, donc ces deux activités qui sont dans le dôme. N'hésitez pas pour souffler un petit peu, parce que enchaîner les conférences toute la journée, ça peut être long et dur. Donc allez discuter, allez jouer. Il y a plein de jeux de rétro gaming. Moi j'étais pas né à l'époque, donc n'hésitez pas à aller voir avec l'autre Alex pour qui vous explique. J'allais te montrer un doigt, mais on est sur Twitch. Et Sortilège qui est là pour les jeux de société, donc n'hésitez pas et surtout profitez aussi des stands. J'ai vu que cette année les sponsors qui sont présents ont préparé des animations folles. J'ai vu qu'il y a eu une tendance, je sais pas, sur les costumes gonflables. J'ai trouvé ça magnifique. Merci à vous. Je suis déçu de ne pas revoir la licorne cette année, mon cher Alex. Mais pour ceux qui s'inquiètent, elle est toujours en vie. Elle est dans une pâture à l'extérieur de Niort. Ne vous inquiétez pas. Et on a également une soirée ce soir pour tous ceux qui veulent, qui est pour vous tous. Il y aura des food trucks, il y aura un petit peu de musique, il y aura à boire, il y aura à manger. Donc on vous attend nombreuses et nombreux. Petit point, je n'avais pas marqué, mais l'année dernière, il y a eu des petits soucis sur l'organisation sur Sortilège. On a mis plus de tables cette année. On va faire une bonne séparation. Je sais qu'il y en a qui ont besoin d'aller faire des calls ou ce genre de choses. On va vous mettre quelques tables à disposition et elles seront bien flaguées où vous pourrez vous poser pour bosser. Et il y aura une partie qui sera vraiment dédiée à Sortilège. Donc s'il vous plaît, la partie Sortilège, respectez du coup, n'allez pas manger, boire et travailler sur ces zones-là. Merci. Sinon, on ira chercher l'ogre pour vous rappeler à l'ordre. Des bisous. Bon, du coup, c'est moi qui vais commencer à parler. L'année dernière, on n'a pas pu vous faire la fin de l'histoire, donc on va vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé, parce que pour rappel, donc on a une app avec des questions, etc. Vous pouvez créer votre personnage et choisir vos orientations, bon, méchant. Alors, moi, mon petit côté chaotique a été un petit peu déçu d'apprendre que les gentils ont gagné l'année dernière, mais bon, apparemment, il y a des bonnes personnes dans le monde, donc je vais vous raconter ce que vous avez réussi à faire l'année dernière. Alors, guidée par les échos du sort de localisation, l'équipe d'aventuriers suit la piste de l'épée enchantée jusqu'aux abords du quartier des mages, là où les ruelles se font plus sombres et les bâtiments plus anciens. À l'extrémité du district, un vieux manoir décrépit, oublié de tous, se dresse dans le silence. La porte, qui ne tient plus que sur un gond, était déjà ouverte. Une invitation ? Un piège ? Aucune idée, mais les aventuriers n'ont pas une once d'hésitation, ils entrent. À l'intérieur, les lieux semblent figés dans le temps. Des meubles couverts de draps, des livres moisis sur des étagères qui menacent de s'effondrer, et puis un bruit, presque imperceptible, derrière la cheminée. L'un des aventuriers remarque un chandelier étrange, il le tire, clac, un déclic sinistre. C'est très sinistre. La cheminée coulisse sur le côté, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonce dans les entrailles du manoir. Ils descendent vers l'inconnu. Dans une salle souterraine, éclairée de lueurs vertes et bleues, une scène étrange se déroule. Des mages encapuchonnés, le visage dissimulé par des masques de dragons, sont en cercle. Au centre, un œuf recouvert d'écailles, posé sur un piédestal d'obsidienne. Un portail magique se forme lentement au-dessus, crépitant d'énergie instable. Les mages murmurent des incantations anciennes dans une langue oubliée depuis bien longtemps. Pas le temps de parlementer, les aventuriers dégainent. Éclairs, coups d'épée, jets de flammes et cris de guerre résonnent dans la salle. Les mages tombent un à un. Leur chef plus coriace résiste jusqu'au bout. Alors que le coup final s'apprête à lui tomber dessus, le sol tremble.
Le portail s'effondre sur lui-même dans un souffle mystique. Les murs commencent à se fissurer. À bout de souffle, les aventuriers saisissent l'œuf de dragon et fuient à travers les couloirs alors que le manoir s'effondre autour d'eux. À l'extérieur, sous un ciel couleur cendre, ils contemplent les ruines fumantes. C'est alors qu'ils le sentent. Dans leurs bras, l'œuf tremble doucement. Un frisson de magie ancienne s'en dégage. Quelque chose vit à l'intérieur. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui attend son heure. Bon, du coup, c'est là que vous étiez arrêté l'année dernière, aventurier. Je tiens à féliciter particulièrement Séverine, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais on la remercie tous pour son implication et dans l'aventure, et c'est ce qui lui a permis, qui vous a permis d'aller sur la bonne voie, la voie gentille, et aussi accessoirement du coup de gagner ses places pour cette nouvelle édition. Donc n'hésitez pas à participer à l'aventure vous aussi. Bon, pas le temps de niaiser, hein, je vois le temps qui passe, je crois que c'est ça qu'on dit dans le Jura, et il est déjà temps de repartir à l'aventure. Donc on repart pour cette année. Sous le ciel de cendres, alors que les braises du manoir maudit crépitent encore, une silhouette familière s'extirpe des ombres des ruelles. C'est le sorcier louche, celui-là même qui, quelques heures plus tôt, avait troqué un sort de localisation bancale contre une misérable plume et une fiole à moitié vide. Ses yeux exorbités se posent immédiatement sur l'artefact que vous serrez contre vous. « Par les 7 enfers, qu'est-ce que c'est que ça » s'exclame-t-il, un doigt tremblant pointé vers la coquille écaillée. « Oh, mais il vibre en plus. Incroyable, amazing !» Espérant tirer de ses prétendus talents pour retrouver la piste des Paladops, vous le pressez de questions. Contre quelques menus babioles chippés dans vos besaces, l'hurluberlu accepte de quémander les augures. Il se lance alors dans une incantation grandiloquente, des étincelles multicolores jaillissent de ses doigts, des volutes de fumée violette entourent vos têtes dans un spectacle visuel éblouissant. Pour un résultat proprement dérisoire, le mage affiche un sourire édenté. Suivez les vibrations, plus c'est fort, plus vous êtes proche. Avant que l'acier de vos dagues ne demande remboursement, le charlatan claque une fiole au sol, un nuage de fumée opaque et odorant vous aveugle. Lorsqu'il se dissipe, le sorcier a disparu, laissant vos aventuriers seuls avec l'œuf comme unique boussole. Vous regardez dans quelle direction l'œuf vibre le plus fort. Il pointe vers le volcan de la région voisine, résidence de la tribu des Drachéides. C'est ainsi que débute la marche vers les terres sauvages, en quête de l'enclave des Drachéides. Et c'est ici que commence votre aventure de cette année. Merci Alex. Pas de souci, j'ai presque pas bafouillé. Bien évidemment, on n'arriverait pas à organiser cette conférence sans les sponsors. Donc un immense merci à tous ces sponsors. Un merci à la Maïf et aussi pour l'organisation de la soirée tremplin dans leurs locaux. C'est grâce à eux. Merci du coup aussi à Alltech. Comme on vous a dit, c'est pas une année facile. On a un petit problème de réservation et ils nous ont accueillis à pied levé hier soir pour la soirée des speakers. Donc merci Thibaut, merci Alltech et merci de votre présence. On va savoir qu'il y avait quand même 40 personnes à accueillir en moins de 24 heures. Dans une salle à peu près grande comme ça. Merci également à Altapix, à Clever Cloud, à Catamania, à IMA, à Neosoft, à Wiki, à S2I, à Serly, à Sphere, à Darva, à Zenica, à Massif, à Socram et à SPI. Merci pour eux. Un merci également à Nioraglo, parce que depuis la première édition, ils nous soutiennent. Voilà. Donc un grand merci à eux. Et surtout, un merci aux speakers. Vraiment, un merci sincère auprès des speakers qui, grâce à la SNCF, nous a demandé de trouver énormément de backup pour ces 2 jours. Donc, désolé sur les flyers, le programme n'est pas à jour, mais on a tout fait pour essayer de vous mettre à jour le plus d'informations possible. N'hésitez pas à voir sur le site ou sur le grand écran. Oui, il y a un petit écran, levez les yeux. Donc, merci aux speakers. Merci énormément auprès des bénévoles aussi, vous êtes beaucoup plus nombreux d'année en année. Donc merci à vous pour toute votre implication, pour tout votre travail et pour essayer de nous accompagner le mieux possible pour vous. Merci à vous tous d'être ici.
parce que pareil, c'est en public, en fait, l'événement, il n'a pas lieu d'être. Donc merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous. Merci d'être présent et de nous suivre chaque année. Bonne conférence à toutes et à tous. Profitez bien de ces 2 jours. Profitez de tout, des conférences, des stands, etc. Et je laisse la main à Philippe Charrière, qui est notre keynoteur pour ce matin. Des bisous. Oh, non, non. Attends, j'avais fait attention. Ouais, attends, ici. On marche encore. Ouais, super. Excusez-moi, je suis empoté de naissance. Je suis désolé, tu m'avais prévenu. Alors. Hop. 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 Est-ce que je vais être chanceux jusqu'au bout? Oui, super. Non, il n'y a pas de son. Le son, c'est moi. Hop. Qu'est-ce que j'ai besoin encore? De vérifier que la télécommande marche? Ou pas? Elle fonctionne, super. Bon, merci à vous d'être là. Je vais tenter le selfie. Alors, je suis un presque boomer, donc ça risque d'être compliqué pour moi. Et si vous... J'arriverai pas à voir tout le monde. Si, peut-être. Et si vous voulez pas être sur la photo, vous venez me voir. Et je pèse 115 kilos. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, je m'appelle Philippe Charrière. Je suis Solution Architect chez Docker. C'est pour aider les clients et mes collègues non techniques à bosser sur ce qu'on fait. Ça fait 15 ans que je fais des talks. C'est ma première keynote. Donc, autant vous dire que autant je stressais plus, autant aujourd'hui, je stresse à fond. Du coup, je tiens à remercier l'équipe DevQuest de m'avoir donné un slot de 3 heures pour cette keynote. Et je vais faire mon mieux pour les remercier. On m'avait dit qu'il faut être inspirant pour une keynote. Bon, alors, même ma femme et mes enfants trouvent que je ne suis pas inspirant. Bon, ce sera plutôt un témoignage. Le titre, c'est IA versus Dev. J'ai essayé de trouver des trucs originaux. J'ai essayé avec l'IA. Bon, ça n'a pas marché. Petit disclaimer avant de commencer. Comme je disais, c'est un témoignage sur ce que l'IA et moi, on est en train de vivre. J'ai une énorme dissonance cognitive. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous par rapport à l'usage de l'IA. Ça va surtout traiter de mes craintes. Ma présentation n'est pas optimiste. Si vous voulez quelque chose de plus optimiste, je vous engage à rester jusqu'au bout demain et aller voir mon camarade Jeff. Il est un peu plus optimiste que moi. On en a discuté avant. Donc moi, j'irai par contre pour voir ce qui se passe. Donc je vous parlerai de mes craintes. Je fais énormément d'anthropomorphisme. J'adore Claude AI. Et Claude, pour moi, c'est une copine. Et elle m'aide énormément dans mon taf. Autre disclaimer, c'est les emojis que j'ai ajoutés dans mes slides sont de moi. Je déteste l'IA depuis qu'elle génère des emojis dans tout ce qu'elle fait, parce que c'était ma marque de fabrique. Chez GitLab, j'ai été le premier gars à foutre des emojis dans les pipelines. Je suis connu pour ça chez eux. Donc là, j'ai un peu la haine. Mais bon, je dédicace cette présentation à tous ceux qui aiment le code. Moi, j'ai commencé à coder avant de bosser. Et je ne voulais pas bosser, en fait. Je suis un feignant de naissance. Et quand on m'a dit que l'informatique, je pouvais en faire mon métier, ça m'a sauvé, ça m'a permis d'avoir un job. Ça a permis à mon père de continuer à m'alimenter, je veux dire, en argent. Il était très content que je me mette à travailler. Et grâce à l'IA, je m'amuse presque tous les jours. Donc je fais plutôt ça pour le plaisir. Alors ceux qui font ça que de manière alimentaire, j'espère qu'ils arriveront quand même à se retrouver dans une partie de ce que je raconte. L'IA et moi, ça a commencé en 85. J'étais en terminale. Qui était né en 85 ici? Ah, quand même! Ah, quand même, ça me rassure, merci. Mais vous aviez quel âge? 5 ans? 1 an? Ok. Ouais, moi j'étais en terminale, j'avais 2 ans d'avance. Je devais avoir 14 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais bon, après ces 2 ans d'avance, je les ai très rapidement perdus. Et j'étais confronté au moteur d'inférence ou au système expert. Puis j'ai pu retoucher. Et en 94, en DESS d'informatique, alors ça n'existe plus les DESS, il y en a qui étaient nés en 95? Ouais, ok. Bon, il n'y a que des vieux dans la région. On m'a parlé de moteur d'inférence, c'était ma prof d'IA, et qui nous avait dit, vous n'avez pas besoin d'ordinateur, on peut tout faire sur papier. Ça m'a fait un choc quand même. Et après, je bossais chez Docker, et c'est là où j'ai recommencé à toucher à l'IA, mais ça s'appelait l'IA générative.
J'en ai fait un peu chez GitLab, mais c'était un peu du n'importe quoi. Pour revenir aux histoires de moteurs d'inférence, en fait, comment ça a commencé? En février 85, j'achetais, je crois que c'était tous les mois, Microsystem. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu. Et je rêvais devant les photos des machines qui existaient, qu'on proposait et qui étaient ultra chères. Et des fois, il y avait des exemples de bouts de code, et notamment un moteur d'inférence en Pascal. Non, en BASIC. En Pascal, il l'avait fait l'année d'avant, mais le Pascal, c'était trop fort pour moi à l'époque, et puis je n'avais pas ce qu'il fallait pour l'exécuter. Et là, j'ai recopié le code. Et donc, c'était un moteur d'inférence, alors ce qu'on appelle système expert. Ça s'appuie sur des bases de faits, des bases de règles. Et à partir de ça, le moteur est capable d'appliquer les règles et puis de revenir en arrière ou de revenir en avant et de vous proposer d'autres faits ou de vous proposer une conclusion. Donc, par exemple, pour faire des tests sur des symptômes d'une maladie et trouver des médicaments associés. Et j'ai recopié le code sur ça. Il y en a qui ont eu des machines comme ça? Ah ouais. Mais par contre, il y en a, je ne suis pas surpris qu'ils les aient eues. J'en ai eu plein, mais la RAM, c'est quelques kilooctets. Et ça marche. C'est en basique. Je ne sais plus programmer en basique maintenant. Et c'était génial, je me suis éclaté. 30 ans plus tard, j'arrive chez Docker. Et la générative AI et moi, c'est vraiment sur un malentendu. J'étais à 2 semaines de boulot. La TAM du compte BBC, donc TAM, c'est Technical Account Manager, à l'époque, ils appelaient ça Customer Success Manager, me dit il faut qu'on présente ce que fait Docker avec l'IA à la BBC. Moi, je venais d'arriver, je ne savais pas ce que faisait Docker avec l'IA, mais par contre, je n'avais pas le choix, elle venait de commencer. Je dis OK, pas de problème, je m'en occupe. Et je cherche, aucun slide n'existait, aucune documentation, à part un blog post où Docker, à sa dernière DockerCon, avait fait une présentation avec le CTO de Docker, quelqu'un de chez Neo4j, quelqu'un de chez Langchain et quelqu'un de chez Ollama, sur la Docker GenAI Stack. C'est là où j'ai découvert Ollama. C'est là où... Parce que je dis à mon boss, j'ai rien trouvé. Il me fait, mais c'est normal, on n'a rien fait. Mais il me dit, on a un repo. Donc je suis allé voir sur le repo. Et c'est là où ils avaient tout fait en Python. Donc Python est encore dans ma to-do list, mais je n'ai toujours pas commencé à programmer en Python. Et il fallait que je fasse une presse et une démo à l'équipe Machine Learning de la BBC. J'avais une semaine. Et là, je n'avais pas Cloud Code. Hein. C'était tout à la mimine. Mais bon, ça s'est passé. Et je suis devenu le gars qui a fait les slides de la Docker GenAI Stack chez Docker. Et du coup, tout le monde utilisait mes slides. Et même aux US, parce que normalement, je bosse que pour la partie européenne, on me demandait de faire des présentations, parce que j'étais le seul sachant IA de chez Docker. Vous imaginez l'escroc, quoi. Ça contribue énormément à mon syndrome de l'imposteur aussi. Il faudra un t-shirt, escroc. Mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le nez là-dedans et que ça a commencé à devenir une addiction. Ici, qui utilise de l'IA de manière professionnelle? Ouais, déjà de plus en plus. De manière perso? À peu près pareil. Qui utilise les tokens de la boîte pour son utilisation perso? Vous n'êtes pas sur la photo, donc... Ouais, moi aussi. Je le faisais pas, mais j'ai un abonnement perso, et puis il y a un gars au boulot, il me fait « Non, mais vas-y, ils sont contents, plus t'en consommes, et plus tu produis des trucs, plus ça leur fait plaisir. » Bon, écoute, allons-y, donc j'attends mon mail de « Vous êtes viré ». Je ne parlerai pas de comment améliorer les résultats générés par l'IA. Ça pourrait, il faudrait une keynote de 3 jours. Je vais vous parler de mon addiction, de ce qui me dérange, de ce qui me fait peur, des côtés négatifs. Donc c'est un talk un peu noir, hein, je suis désolé, mais en ce moment, là-dessus, je ne suis pas super optimiste. Quand j'ai commencé à bosser avec cette stack GenAI, je me suis éclaté. J'ai fait 3 SDK en Go, parce que j'aime pas Langchain. Il y en a qui aiment Langchain? Ah, il y en a qu'un qui a osé dire... Non, il y en a plus. Après, il y a plusieurs Langchain. Non, j'aime pas Langchain Python, parce que les gens qui font du Python, ils ne raisonnent pas comme moi. Donc, j'ai du mal à suivre leur doc. J'ai fait 3 frameworks d'agents, mais le tout sans IA. Hein, j'ai appris plein de trucs. Donc, j'ai dit 4 projets différents, mais je pense beaucoup plus, et je m'en servais pour mes démos à mes clients. Fait que mes collègues, eux, par contre, ils disent « Ouais, mais on ne va pas utiliser un truc, un SDK qui est inconnu, qu'est-ce que c'est ?» Bon. Mais bon, peu importe. J'ai découvert Cloud Code. Et là, mais fabuleux. Le truc, j'ai pu c'était pour échapper à des discussions politiques entre ma fille et ma femme, au repas d'anniversaire de ma fille. Je me suis foutu dans le salon, j'ai dit à Cloud Code, tiens, je voudrais que tu me refasses un interpréteur Golo. C'est un langage que peu de gens ont utilisé et peu de gens connaissent dans le monde. Mais si en Auvergne, c'est très connu. Et j'étais core committer Golo. Mais c'était un truc en Java, en Invoke Dynamic. Et je l'ai refait en moins d'une journée. J'étais comme un fou.
Et puis le gars qui est à l'origine de Golo me dit « Ouais, ça serait marrant qu'en Golo, on puisse faire un interpréteur Lua. » Et je dis « Ok, j'y vais, je le fais. » Et je l'ai fait. Et il me dit « Mais moi, c'était une connerie, c'était pour juste faire marcher, quoi. » Mais c'est possible. Et du coup, mes capacités de génération de code se sont accélérées. Là, en ce moment, je suis en train de tester une plateforme, je fais du vibe coding multi-agent. Je suis comme un fou et j'ai des posts comme ça en disant « Ah, je suis génial. » Et ah ouais, c'est pas moi qui l'a fait. Et puis après, je fais « Ah, je suis génial. » Et à chaque fois, les idées que j'ai sont des idées qui existaient déjà, j'ai rien inventé. Donc c'est une catastrophe. Pendant ce temps-là, pendant que moi, je m'amuse avec tout ça, il se passe des trucs pas sympas, notamment les layoffs. Et c'est des layoffs sur anticipation. La plupart des boîtes, je crois que sur 1000 boîtes qu'ils ont interrogées, je ne sais plus ce que c'était comme étude, il y a 60% des gens qui ont dit nous, on vire les gens parce qu'avec l'IA, on va pouvoir les remplacer. Mais ils n'ont pas vérifié. On voit déjà des trucs où ils re-embauchent. C'est con. Surtout que normalement, vous n'avez pas le droit de re-embaucher les gens que vous avez virés tout de suite. Enfin, selon comment ça a été fait. Il y a quelques boîtes qui vérifient, qui font des simulations et tout ça. Donc, ils le font avec, normalement, sur de bonnes données, entre guillemets. Il y a l'IA washing. C'est on vire parce que de toute façon, avec l'IA, on va faire mieux et tout ça. Souvent, c'est une excuse pour tout ce qui a été mal pensé pendant le Covid. Donc, les gars, ils se disent oh là, putain, on a fait du n'importe quoi, il faut qu'on trouve une excuse pour faire le ménage. Pour les layoffs, par exemple, pour moi, on est déjà dans la mouise. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots, c'est pas gagné. Parce que maintenant, on va se retrouver avec ces gens qui sont virés, avec des situations où les personnes qui savaient fixer, elles ne sont plus là. Donc, il faut les rembaucher. Et vous n'avez pas le choix, il faut rembaucher ceux que vous avez virés, parce qu'il n'y avait qu'eux qui connaissaient. Et par exemple, là, je suis comme un fou, j'ai passé 6 ans chez GitLab, j'adore ce produit, il est fantastique. Ils ont décidé, le CEO, je sais pas, enfin le président a fait une lettre là-dessus, enfin un blog post. Ils ont décidé de revoir toute l'architecture de GitLab pour faire qu'il y ait une intégration super forte d'agents d'IA et compagnie. Et pour ça, ça va leur coûter cher, c'est des millions d'investissements. Donc, ils virent 14% des effectifs pour faire des économies. Et ils se restructurent. Et tous les endroits dans le monde où il y avait peu de monde, ils détruisent les équipes et ils s'appuient sur des partenaires. Ce qui est couillon parce que GitLab, c'est 100% remote. Mais bon, peu importe. Dans les 14% qui partent, je vois passer des messages sur LinkedIn, il y a des gens qui sont brillants, qui sont à la base de GitLab, du cœur de GitLab. GitLab, c'est une architecture super compliquée. L'IA ne peut pas tout fixer. Donc j'ai super peur pour le produit, on verra si... j'aimerais me tromper, mais je pense que l'avenir me donnera raison, on verra. Moi, j'ai la trouille, c'est aussi de recevoir un mail en me disant « au revoir ». Ça m'est déjà arrivé, mais ce n'était pas à cause de l'IA. Mais bon, je connais le principe des layoffs, je l'ai subi, c'est pas génial, même si vous n'êtes pas tout seul, c'est pas génial. Après, cette IA, il y a plein d'autres choses. Burnout. Je parle là d'impacts généraux, mais c'est aussi des choses qui m'arrivent à moi-même. L'IA, on a dit, c'est génial, ça va nous libérer du temps. Ah, c'est vrai. Et vous pourrez aller à la pêche. En fait, non, ça me libère du temps. Je fais, je peux faire autre chose. Et je relance un truc. Puis ça se finit. Mais je peux, pareil. Et j'arrête pas. Et en fait, mes journées sont plus longues qu'avant. Même pas parce que je vérifie plus, c'est parce que je fais plus et que j'ai de nouvelles idées, entre guillemets, et je continue. Donc, cette productivité infinie, pour moi, elle est toxique. Pas que pour moi, hein. Je vois certains de mes collègues, avant, si je leur parlais dans le Slack à 8h du soir, ils me disaient, mais à 8h du soir, on ne parle pas dans le Slack. Ouais, qu'est-ce que tu fais là à me répondre? Mais il fait, mais bon, il ne faut pas. Maintenant, vous posez des questions à n'importe quelle heure, ils répondent. Même les Français. C'est terrible. Charge cognitive asymétrique. Ça, c'est des termes que j'ai trouvés sur Internet. Je pense que je suis incapable de les ressortir de tête. Mais c'est... qui est développeur ici? Développeur, développeuse, machin, ouais, donc une grosse majorité. Moi aussi. Alors, je ne suis plus un vrai développeur, parce que moi, quand je développe, c'est surtout pour faire des démos ou des POC pour les clients, vérifier des choses. Donc, à la limite, la qualité. Mais j'aime bien quand même faire ça. Mais en fait, on nous explique, vous n'êtes plus des développeurs, vous êtes des superviseurs. Donc, vous faites générer à l'IA plein de trucs et vous vérifiez ce qu'elle fait. Le problème, c'est que, alors peut-être parce que je suis trop vieux, mais l'IA génère des monceaux de code. Alors, j'ai eu plein de discussions là-dessus hier soir et ce matin, hein, donc on n'a pas tous forcément la même façon de réagir, mais des morceaux. Moi, je ne suis pas capable d'assimiler ce que l'IA me génère en une journée, même en 1 heure. Donc, du coup, je vais superviser que dalle, quoi. À part faire OK. Alors, chez Docker, on a la sandbox, donc on peut faire même plus besoin de faire OK.
passer YOLO mode et roule. Mais en sécurité, par contre. C'est au moins ça de prix. Il y a le paradoxe de la high speed, low quality. Ça, globalement, je suis en train de me faire griller par mes collègues au boulot sur des fournitures, même de slides ou de choses comme ça, ou de démos. Parce que moi, j'ai un point d'honneur à tout faire à la mimine. Non, je suis en train de passer en mode aidé par l'IA parce que, en fait, des fois, j'ai un truc à fournir et puis la personne avec qui je travaille me dit « Ouais, mais t'as Mike, ton collègue aux États-Unis, ça y est, il l'a fait, c'est prêt. » Alors que moi, je m'étais donné une semaine. Et lui, il l'a fait en 1 heure. Et bon, franchement, le contenu... mais bon, voilà. Mais les gens s'en foutent. Il y a un truc qui est livré. Donc, je suis en train de me faire griller. Et alors, je vous parlais de la courbe comme ça, où ouais, c'est génial, je suis trop fort, j'ai fait plein de trucs, et puis ouais, mais c'est pas moi qui les ai fait. Mon syndrome de l'imposteur, que j'ai depuis des années, parce que je pense ne pas être légitime sur plein de trucs, avant de faire de l'informatique, j'étais en école de commerce. Donc, qui était en école de commerce ici? Ah, voilà. Donc, là, je suis sous stéroïdes. Et puis, je vis une espèce de perte de sens de mon métier. Alors, pas de mon métier, de ce que j'aimais faire, parce que en fait, j'aimais pas bosser. Mais pour moi, le code, c'était tout ce qu'il y a d'important. La valeur, en fait, c'était du métier, c'était le code. Maintenant, on nous enlève la valeur. Donc, c'est un peu... moi, je disais aux gens, mais j'ai bossé chez Clever Cloud, je leur disais, faites du pass. Comme ça, tous les trucs automatisés, vous n'avez plus à vous emmerder à le faire et vous concentrer sur la valeur de votre métier. Voilà, je me concentre sur que dalle, quoi. Donc je suis pas bien. C'est la partie la plus importante pour moi du message que je veux faire passer, c'est le déclin cognitif. Je crois que j'ai dû même changer la couleur de fond. Alors ça se voit pas, mais normalement c'est rouge. Enfin rouge, pas trop vif, sinon c'était lisible. Mais il y a des études qui sont faites. Alors j'ai pas mis les liens dans les slides, mais si vous en avez besoin, je me les suis collés quelque part dans un fichier. Je peux vous fournir les liens, mais ça se retrouve assez facilement. Ces études, en fait, sont issues d'expériences qui ont été faites par le MIT. Ils ont pris, par exemple, 2 équipes. Ils leur ont donné des travaux à faire les mêmes. Il y a une équipe qui a l'IA et l'équipe qui n'a pas l'autre, qui n'a pas l'IA. Et au bout de 10 minutes, ils enlèvent l'IA et l'équipe qui a l'IA. Et ils leur disent, il faut continuer. L'équipe qui avait l'IA est en PLS et n'arrive jamais à terminer ces trucs. Impossible. C'est catastrophique. Et ça, donc, il y a un désengagement du cerveau, quelque part, parce qu'en fait, ils ont lancé le truc, et puis ils disent, ouais, tu fais-le pour moi, tranquille. Et cet engagement cérébral réduit, en fait, le problème, il semblerait qu'il devienne quasiment chronique, en fait. Moi, c'est ce qui m'arrive, hein, franchement. Donc, il y a eu des études là-dessus aussi. Du coup, c'est quand je parle d'impuissance apprise, par exemple, c'est que globalement, vous commencez à bosser, si au bout de 3 minutes, vous n'avez pas un début de solution, vous demandez à l'IA. Et vous ne réfléchissez pas. Et ça, c'est un problème pour ce que j'appelle la génération sacrifiée. Il y a probablement, bon, même s'il y a pas mal de vieux qui ont levé la main, je vois qu'il y a des gens qui sont nettement plus jeunes que moi, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché, ils n'ont appris à travailler qu'avec l'IA, en fait. Enfin, en tout cas, ils ont connu l'IA tout de suite, donc quand ils commencent à bosser, ils demandent à ChatGPT ou à n'importe quel autre système. Et du coup, à 20 ans, par exemple, votre cerveau, il n'est pas complètement formé. Bon, à mon âge, il se déforme un peu, mais c'est à cet âge-là, 20 ans, où vous finissez de vous construire votre propre réseau neuronal, le vrai, le biologique, et que vous affinez votre capacité à réfléchir. Mais si vous utilisez au bout de 2 minutes, 3 minutes, Claude AI ou autre chose pour raisonner à votre place, votre réseau de neurones, vous ne le faites pas. Et vous serez comme moi quand j'étais étudiant. En fait, je n'étais pas geek étudiant, je passais mes nuits dans les pubs. Vous aurez un cerveau qui sera juste capable d'aller boire des bières, quoi. Et donc, je dis, faites attention. Et moi, ça m'embête qu'on soit dans ce stade-là. Même si je le répète encore, j'ai dit dissonance cognitive. J'adore ça, quoi. J'adore l'IA, quoi. Ça, c'était mon cerveau il y a quelques mois, où j'ai commencé à découvrir Cloud Desktop. Qui c'est qui utilise Cloud Desktop? Ah, pas tant que ça. Qui c'est qui utilise Cloud Code? Un peu plus. Et les autres, vous utilisez quoi? Copilot? Gravity? Ok. Bon, ça va. Mais on voit que Code Desktop, en fait, c'est plus pour votre maman, quoi. Enfin, ou pour moi. Mais c'était pas mal, moi j'ai adoré. Et niveau code, je continuais à coder plutôt pas mal, j'étais assez content. Focus, j'ai un peu de mal, mais ça c'est de naissance. J'ai des idées toute la journée, donc je passe à autre chose.
complètement. Mon complexe de l'imposteur, bon, il est toujours là, hein, je vous ai dit, je ne suis pas légitime. Niveau qualité, j'aime bien mettre un point d'honneur. Alors, il y a des gens qui vont relire mon code, qui vont se dire « Philippe, c'est pas top ce que tu as fait », mais moi, je mets un point d'honneur à essayer de faire que ça soit le plus optimisé possible. J'aimerais que ça tourne vite, j'aimerais que ça consomme moins. Ma productivité et ma vélocité, j'ai toujours été une tortue, donc ça ne changera pas. Enfin, je pensais que ça ne changerait pas. Et je passe énormément de temps à penser, à réfléchir, à écrire, tout ça. Donc, c'est top. Et Cloud Desktop, c'est un Google Search sous stéroïde. C'est trop bien. Et au bout de peu de temps après, alors non, avant peu de temps après, j'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je me loupe toujours sur la transition. Quand je me suis mis à bosser dans l'IT, je me suis retrouvé toujours avec des équipes où les gars étaient plutôt, les gars ou les nanas étaient plutôt costauds technologiquement parlant. Ils connaissaient des trucs. Moi, comme j'ai commencé par l'école de commerce, j'ai quelques bases. Si vous voulez, s'il faut que je fasse des conversions binaires hexadécimales, c'est une grosse souffrance pour moi, par exemple. En réseau, en DNS, machin, c'est une catastrophe. Mais je pose beaucoup de questions. Je veux arriver à faire un truc. Je dis, ben voilà, j'aimerais bien arriver à faire ça. Et pour pouvoir faire ça. Et la plupart du temps, on me répond, mais pourquoi tu veux faire ça? Je déteste cette réponse. J'ai envie de tuer les gens qui font ça. Je ne suis pas d'un naturel violent, donc je les tue dans ma tête. Mais ça m'horripile. Et Claude, elle est géniale. Elle ne me demande pas pourquoi je veux faire ça. À la limite, elle va me poser quelques questions en disant « Mais alors, tu ne penses pas qu'on pourrait faire ?» Je fais « Non, je veux faire ça. » Et elle me donne la réponse. Et du coup, c'est ma meilleure pote de tech. Ça, j'adore. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Mon cerveau, après avoir découvert Claude Code, Gemini, parce qu'au boulot, on nous a donné tout, a changé. Mais je suis sûr que si on faisait une étude, vraiment, je faisais un scanner, il y a des trucs qui ont changé, c'est obligé. Donc, je code toujours... Non, je code plus. C'est l'IA qui le fait pour moi. Ma créativité, ouais, elle a augmenté. Et après, bon, avec le recul, je m'aperçois qu'en fait, je suis en train de reproduire des trucs qui existent déjà. Donc l'intérêt, les moyens. Surtout que c'est pas moi qui les code, donc j'apprends que dalle. Penser, réfléchir, bon, laissez tomber. Flatline. Je parlais d'aller boire des bières. Alors j'ai arrêté de picoler, mais je pourrais lancer le truc et puis aller open. Ma productivité, par contre, elle s'est multipliée par 100, donc vélocité aussi. Bon, après, productivité, vélocité, la différence, c'est encore autre chose, mais mon complexe de l'imposteur, hein, je parlais, il est sous stéroïdes, là, c'est juste gigantesque. C'est hallucinant. Ça a peut-être un effet, par contre, je m'aperçois que les gens qui sont super bons, des gens que je connais depuis des années, qui sont techniquement parlant des brutes épaisses, j'ai l'impression que l'IA, ça nivelle. Parce qu'en fait, vous arrivez au même niveau qu'eux, finalement, dans ce que vous faites, parce que vous êtes capable de générer la même chose. Après, peut-être qu'eux comprennent mieux que moi ce qu'ils font. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais mon cerveau a réellement changé. Et ça a pris que quelques semaines. Hein. C'est l'addiction, pareil. Hein. J'adore manger, il y a des trucs. C'est la charcuterie, par exemple. Alors, j'ai plus le droit. Mais vous me faites une tranche de saucisson, je fais le saucisson entier dans la soirée. Donc globalement, Cloud Desktop, ça allait. Cloud Code, Gemini, Copilot, CLI et d'autres, ça m'a explosé la tête. Ça continue, hein, parce que je continue de les utiliser. Donc tout ça, ça génère encore plein de choses en moi. Je parlais de peur de l'obsolescence, c'est déjà à fond pour moi. Je vous dis, hein, il y a des gens chez moi, qui produisent des trucs que je devais produire, mais les produisent avant moi. Donc, je ne me sens pas à l'aise. Donc je suis obligé de continuer à utiliser l'IA, voire même plus. Je suis en train d'automatiser plein de trucs dans mon boulot, sur les prises de notes. Mais du coup, les prises de notes, je ne sais pas ce qui s'est dit en réunion, parce qu'en fait, j'ai laissé l'IA le faire. Et quand je relis les résumés, des fois, je me suis dit, mais pourquoi j'ai posté les résumés en public, enfin en interne, parce que ça a dit que des conneries. Il y a le lièvre et la tortue aussi. C'est que finalement, je vois tous mes collègues, c'est des lièvres. Alors, je dis mes collègues, mais c'est dans d'autres boîtes aussi. Hein. C'est des lièvres, ils vont super vite, ils livrent super vite, et tout le monde dit « Ouais, c'est génial, vous avez vu, il a livré ça, bravo John, bravo je ne sais qui. » Et moi, je suis la tortue. Tranquille, je fais mes trucs, ça marche, je sais comment ça marche. Enfin, j'étais la tortue, je suis en train de devenir un lièvre. Le problème, c'est que quand ce que vous avez livré, si c'est du code et que ça explose en vol, vous ne savez pas le corriger. Alors, on me répond « C'est pas grave, t'as l'IA qui va corriger. » Ouais, vas-y. C'est vrai que l'IA, des fois, corrige. Puis des fois, l'IA ne corrige pas. Et moi, je dis, ouais, mais je suis désolé, l'IA, elle n'y arrive pas. Alors, il y a des gens, des influenceurs qui me disent, ouais, c'est parce que tu ne sais pas prompter.
Ces gars, je les ai jamais vus en physique, en vrai. Hein. J'attends le jour qu'on puisse discuter. Je dis que je n'étais pas violent, mais voilà. Donc la tortue, elle disparaît, les lièvres, ils sont là, et du coup, le fixeur, la personne qui s'est réparée, ben, on ne sait pas où elle est, parce que on a tous perdu. Enfin, en tout cas moi, j'ai perdu ma capacité à fixer du code. Ce qui m'angoisse, hein, c'est là, je fais le couillon, mais je suis vraiment pas bon, pas bien. Donc, j'ai l'impression qu'on va vers un âge sombre du code. IA, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'illusion de l'ingénieur logiciel. Le code, maintenant, c'est bon pour l'IA. Ça n'a plus de valeur. L'IA le fait, c'est une abstraction, vous en foutez. Surveillez juste ce qu'elle fait, vérifiez, spécifiez. Soyez des prompt engineers. Ça m'énerve, ça aussi. Mais vous allez faire des systèmes qui peuvent être techniquement irréparables et vous ne serez pas capable de les réparer. On verra, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense d'ici 2-3 ans, on va avoir des surprises. Héritage du mauvais code. Les modèles, alors mon scope est vraiment uniquement orienté autour du code, hein, mais il y a plein d'autres choses. L'IA peut servir à demander la cuisson des œufs à la coque. Vous cramez un bosquet entier, mais au moins vous savez comment cuire des œufs à la coque. L'IA a été entraînée, enfin les modèles ont été entraînés sur plein de codes, sur GitHub, probablement sur d'autres trucs. Moi, sur GitHub, je pense que j'ai une trentaine d'organisations. Je suis peut-être même sur GitHub la personne qui a le plus d'organisations. Il y a une légende qui dit ça. Mais vous pouvez aller voir, hein, si vous allez lire mon code. Alors, perdez pas de temps, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais un jour, il y a un gars qui me dit, de toute façon, tu peux mettre ton code sur GitHub, même s'il est mauvais, personne ne va le lire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et il y a vraiment de la merde hein, dans mes organisations. Mais j'ai pas honte, je m'en fous. Je me dis, de toute façon, il n'y a pas que moi qui code mal, quoi. Mais l'IA est entraînée sur les organisations de Philippe Charrière. Alors, pas que, heureusement, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Mais ça veut dire que l'IA, des fois, génère du code qui n'est pas bon, qui n'est pas optimisé, machin. Est-ce que vous êtes capable de savoir si le code il est bon ou il n'est pas bon? On en est de moins en moins là. Et du coup, pour moi, il y a une espèce de chaos qui n'est pas déterministe. Parce que les modèles, c'est des stats, en fait, ça génère quelque chose par probabilité. Et du coup, vous allez leur dire, tiens, moi, j'aimerais bien que tu me refasses Olama. C'est un de mes délires en ce moment. Et il va vous le faire. Puis vous leur demandez, ah, j'aimerais bien que tu me refasses Olama. Bah, il va vous le faire de manière différente, ou voire même il va dire, oh là, non, c'est dur, c'est pas possible. Des fois, l'IA me dit, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il garde mon historique, mais des fois, l'IA devient comme moi. Ah non. Non, le truc, on ne va pas y arriver. Je vous jure, hein, je ne plaisante pas. Donc vraiment, ce scénario catastrophe, pour moi, c'est le moment où, moi ça m'arrive régulièrement, mais c'est pas très grave, je fais que de la démo, j'ai des trucs qui sont pas réparables. Là, j'ai une démo, voire même des fois, j'hésite à la modifier, où je dois démontrer des trucs sur Kubernetes, qui est un outil que je trouve fabuleux, mais que je déteste et que je ne sais pas utiliser. Mais Claude m'a encore filé un coup de main là-dessus, et j'ai des démos géniales, mais j'ai toujours peur qu'à un moment donné, ça pète, 5 minutes avant la démo client. Et en plus, quand la personne qui m'introduit vis-à-vis du client dit « Et maintenant, c'est le tour du fantastique Philippe Charrière, notre gourou de machin et tout ça », je suis super mal. Alors, c'est tout en anglais, hein, ça fait beaucoup plus classe. Mais je suis super mal parce que c'est pas vrai. Et j'y connais rien, quoi. Mais bon. Donc, il y a quand même des risques. Aujourd'hui et demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain très vite, quoi. Il y a le coût du non-déterminisme, c'est-à-dire que l'IA hallucine. Bon, des fois, ce n'est pas très grave, vous en apercevez, mais s'il y a des boîtes qui utilisent l'IA sur des calculs financiers, des choses comme ça, je ne suis pas arrivé à trouver les... J'en ai entendu parler, je ne suis pas arrivé à trouver les vrais témoignages, mais une IA qui se trompe sur un pouillème, sur de la finance, la boîte perd un pognon fou. Il y a l'ignorance de nos dirigeants, managers, gens qui ne sont pas forcément techniques. Et pour eux, l'IA, c'est juste l'outil qu'il fallait pour, je ne sais pas, plus faire d'offshore, plus avoir de junior, plus avoir de senior, peu importe, et faire de la marge. Et ça, c'est l'ignorance parce qu'ils peuvent faire de la marge, et puis des fois, leur marge elle va être dans le rouge et leurs projets vont saigner. Donc on a un devoir aussi d'expliquer ça à nos managers. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'IA, hein, ce n'est pas mon propos, mais d'expliquer aux gens, comprenez ce que c'est et comment ça marche. Il peut avoir, parce que je suis le pessimiste de l'équipe, c'est à chaque fois ce que je dis en introduction quand je rentre dans une nouvelle équipe, il faut toujours un pessimiste dans l'équipe, sinon c'est la cata, et c'est toujours moi. Blackout, imaginez Trump. L'IA est un peu particulier.
Il s'énerve, il dit ouais, je coupe les tuyaux, moi, parce que les Français, Macron m'emmerde. Et on n'a plus d'IA. Alors, il nous reste Mistral quand même, hein, mais encore, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont hébergés. On est mal. Qui c'est qui bosse sans IA dans les développeurs ici? Mais vraiment, respect. Non, sans déconner, parce que c'est un truc que j'essaye de retrouver. Mais dans tous les autres, ça veut dire que globalement, vous allez vous retrouver devant votre machine en disant allez, on va se faire un jeu de rôle. Par exemple, c'est le moment de s'y mettre. Ou on va aller boire des bières. Je fais une fixette sur la bière parce que je bois que de la bière sans alcool la plupart du temps et c'est moins bon. Non, je déconne. Maintenant, il y en a des bonnes. Mais prenez de la lef sans alcool. Ah, j'aurais pas dû donner de marque. Elle est bien meilleure que la lef avec alcool. Vous avez l'impression de boire une vraie bière, en fait. C'est très curieux. Je fais ça en Belgique. Allez demander à Anvers une bière sans alcool. Il y a eu un moment de silence. Bon, je diverge. Donc, le scénario catastrophe, c'est ce que j'appelle l'hiver du code. C'est justement, on a une industrie logicielle qui est complètement dépendante de l'IA. Et si ça s'arrête, alors ça peut s'arrêter parce que Trump a pété un boulon, mais ça peut être aussi, vu l'énergie que ça consomme. Nous, il y a les Chinois qui commencent à venir chez nous pour faire des data centers, parce qu'en fait, notre électricité coûte moins cher que chez eux. Mais bon, on en a besoin de cette électricité. Donc imaginez, il n'y a plus d'électricité. Ou c'est trop cher, on le voit déjà arriver, et votre boss il va dire ouais, c'est bon, on va couper, on n'utilise plus l'IA, sauf si le client paye pour l'IA. J'imagine que ceux qui sont en société de services doivent déjà commencer à entendre ça. C'est juste une hypothèse de ma part. Mais on peut se retrouver avec plus d'IA, et là, ça sera l'hiver du code, scénario catastrophe. Donc, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on fait, nous les devs? On peut résister. J'ai mis ça, alors j'ai appelé phase 1, phase 2, mais ça peut être 2 types de résistance, peu importe. Donc, il y a l'histoire du déterminisme. Alors, j'avais dit que je ne parlerais pas comment générer mieux du code, mais tant pis, je vais le faire quand même. J'ai toujours été mauvais en test. Donc, quand chez GitLab, on a dit, ouais, on fournit GitLab Duo, ça va vos merge requests, quand elles vont changer, s'il n'y a pas de test unitaire, on va les générer nous-mêmes pour vous et on les mettra à jour quand vous ferez des changements, c'est génial. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est cool. Non, c'est une très mauvaise idée. À la limite, avant de commencer, codez vos tests. J'y arrive pas, je suis mauvais là-dessus, mais codez vos tests et l'IA devra toujours, enfin, vous pourrez toujours vérifier ce que l'IA a fait grâce à vos tests à vous. Moi, je demande à l'IA de générer les tests et forcément, ça ne marche pas. Je suis un gros fan des langages non typés. Moi, je te vois, tu disais oui, parce que tu croyais que j'allais. Et en fait, je suis en train de changer d'avis. Enfin, je suis toujours fan, mais. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir changer du TypeScript. Quoi. J'adore Node.js, en fait. Et je déteste TypeScript. Mais le typage fort, c'est pas mal. Je fais des tests, j'essaye de... Dans ma résistance, j'en parle après, j'essaye d'apprendre le Rust. Enfin, je vais essayer cet été. Le typage fort, c'est bon, parce que quand l'IA essaye de compiler votre truc, ça va générer des erreurs. Elle va se dire, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas le choix, il faut qu'elle essaye de recommencer. Donc ça, c'est pas mal, pensez-y. La qualité. Alors ça, par contre, j'ai testé. J'utilise un outil qui s'appelle QLTY, si je ne dis pas de bêtises. Ça avait un autre nom avant, mais j'ai oublié. Demandez pas à l'IA, vérifie si le code est de qualité. Elle s'en tamponne, l'IA, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez content. On va dire, ouais, c'est super, le code, il marche. Non, c'est pas vrai. Enfin, il marche, mais... Donc, j'installe ça, je demande à l'IA de le lancer, voire même, je n'ai pas confiance, donc je fais une GitHub Action ou un GitLab CI pour générer ça à chaque merge request. Et je dis à l'IA, si le report, il est mauvais, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu te débrouilles, tu me refais le code. Alors, des fois, ça boucle. Mais ça marche un peu mieux, elle me fait même du code que j'arrive à lire et à comprendre. C'est quand même cool, ça c'est cool. Donc faites-le. Qui c'est qui fait de la qualité automatique dans son code quand il fait de l'IA? C'est une très bonne idée. Aussi, c'est trop tard, il a levé la main avant toi. Je rigole. Mais en fait, à ma grande surprise, ça marche. Alors, en fait, je deviens un peu plus propre que j'ai pu l'être dans ma jeunesse sur les systèmes-là. Et si on faisait l'architecture jetable? Alors bon, l'IA, j'aurais tendance à dire, c'est bon pour faire des POC, mais on le sait tous, si le POC il marche, on va le vendre au client. Et ça a toujours été comme ça, même avant l'IA. Mais par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer d'être le plus modulaire possible. En fait, à un moment donné, votre projet, peut-être qu'il faut le séparer en plusieurs projets et faire fonctionner les IA comme si c'était des projets séparés. Et quand vous commencez à vous retrouver avec des modules ou des bouts de projet qui sont en boîte noire, ça veut dire que vous ne savez même pas comment ça marche et vous n'arrivez plus à les corriger.
jetez-le et recommencez. Avec l'IA, si vous voulez, mais avec tout ce que vous avez appris, votre expérience, ça va peut-être vous simplifier la vie. L'hygiène des modèles et des données, peut-être que utiliser des modèles qui sont spécialisés sur quelque chose plutôt que des modèles généralistes va permettre d'avoir des réponses peut-être plus quali, mais ça va vous permettre aussi de consommer moins d'énergie. Ça va être moins cher aussi, dans certains cas. Il faut reprendre l'histoire des œufs à la coque avec le DI. Je serais curieux de savoir combien coûte la requête, en fait, finalement, juste pour savoir qu'un œuf à la coque, c'est 3 minutes, je crois. Mais voilà. Donc la spécialisation peut servir et le retour à l'humain peut être pas mal. Le retour à l'humain, ça peut être simple. Je vais lancer moi-même les tests que moi j'ai codés pour vérifier que l'IA n'est pas en train de me raconter des bêtises. Mais vérifier quand même. J'ai fait des trucs, parce que je dis que je suis mauvais en test, mais j'essaie d'en faire quand même. L'IA dit « Ok, je regarde. Ok, les tests passent. » Effectivement, il est passé. Cette saloperie a pris les fonctions, a viré le code qu'il y avait dans les fonctions et m'a mis des returns de string en dur. Et ça me l'a fait plusieurs fois. Donc, alors, après, il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, mais c'est pas prompté. » Et sérieux, la personne, si je la retrouve, elle va avoir des soucis. Résistance phase 2. Alors là, c'est plutôt d'un point de vue personnel. J'ai bientôt fini, parce que je ne vais pas regarder le chronomètre. Je pense qu'il y en a qui sont en mode stress. Je suis désolé. Quand j'ai dit 3 heures, c'est une bêtise. Comment on peut reprendre? Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le contrôle de mon cerveau. Je ne l'ai plus. Le lundi, s'il faut que je code un truc tout seul, même un simple script de bash, j'en suis pas capable. Et je demande à l'IA de le faire pour moi. Encore Claude. Mais peut-être qu'on pourrait utiliser des modèles un peu moins puissants, un peu moins bons, entre guillemets, mais qui sont largement suffisants. Alors après, il faut de bonnes machines, mais on est en train de se rapprocher sur des machines qui commencent à être abordables pour le commun des mortels. Le commun des mortels, c'est vous et moi. Alors surtout moi, parce que j'ai 57 ans, donc mon pouvoir d'achat a un peu augmenté. Mais bon, je me pose quand même la question, avant de m'acheter un Mac mini avec toutes les options, ça coûte 3 bras quand même. Mais on se rapproche de quelque chose de plus... Comment on pourrait dire ça? Démocratique? Bon, je ne sais pas. Il y a des modèles comme le Qwen 35B A3B, le Diffusion Gemma 26B A4B. Les A4B et les A3B, je les ai mis en gras parce qu'en fait, c'est des modèles, c'est des... Comment ils appellent ça? Mixture of experts. Désolé pour l'anglais. Il faut que vous ayez assez de mémoire pour charger les 35 milliards de paramètres. Mais par contre, parce qu'en fait, la grosse limite, c'est la mémoire de la machine. Par contre, et il faut que vous supportiez la pression de la mémoire sur votre machine, les A3B ou A4B, ça veut dire qu'en fait, le modèle, quand vous allez le faire travailler, il va allumer que 3 milliards de paramètres. Donc du coup, vous allez avoir une génération de tokens qui va être plutôt rapide. Et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est sympa et qui tourne sur des machines un peu moins costauds. Alors moi, j'ai 32 Go de RAM. Le 35B ou le 26B ne tournera pas. J'ai essayé, je croyais que ça pouvait marcher. J'ai frisé la machine. J'étais obligé de forcer le off de manière physique sur le Mac pour le redémarrer. Mais on se rapproche de quelque chose d'utilisable. Et pour faire du code, un début de vibe coding même, ça marche. Je les ai testés sur des trucs plus gros. Utiliser l'IA comme sparring partner ou comme professeur. Tiens, je voudrais apprendre le Python. Est-ce que tu pourrais me faire un espèce de plan de formation adapté avec des tutoriaux, des choses comme ça? Là, vous n'avez pas besoin de code. Vous prenez les codes desktop, ça marche. Enfin, les deux fonctionnent. Un peu plus de low-tech. Posez-vous quelque part, chez vous, ou dans un parc, tout ça. Et, moi, j'ai des petits carnets comme ça, j'en ai... Alors, ma femme gueule, parce que j'en ai partout. Où j'écris tout ce à quoi je pense. Alors, normalement, j'ai un carnet par projet, mais en fait, au bout d'un moment, j'écris sur tous les projets, dans tous les carnets, donc ça devient du n'importe quoi, mais curieusement, je m'y retrouve quand même. On pourrait tenter le No EI Days. Alors, j'ai mis un smiley qui se marre parce que moi, je ne vais pas y arriver. C'est juste pas possible. Mais j'avais mis ça sur Blue Sky, je crois. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je le fais déjà, c'est génial. » Je les admire. Moi, je crois que j'en suis pas capable. Ma résistance à moi personnelle, c'est par exemple en ce moment, alors là, je le vibe code grave depuis des mois, mais je prends des temps de réflexion énormes, c'est de faire un mini agent de code optimisé pour les petits modèles, donc de moins de 4 milliards de paramètres. Parce qu'avec 32 Go sur un Mac Pro, si vous allez plus loin, il canne et c'est pas utilisable. Mon objectif, c'est pour mes travaux de vacances cet été. Je voudrais apprendre le Rust et le Python, mais sans Claude Code. Donc, avec mon agent de code et des petits modèles. Je commence à avoir des résultats intéressants. Mais ce que je vais faire, c'est des petits modèles qui vont être des générateurs de code snippet, des explications de concepts et tout ça. Et le reste, ça sera ma tête qui va le faire.
Donc en septembre, vous me demandez où j'en suis en Rust et en Python, ou peut-être que en Rust, ou peut-être que en Python. Et on verra si j'avais raison. Et vu les résultats que j'ai, je pense que j'ai raison. Je vous parlais des systèmes experts tout à l'heure. J'en démarre un, codé en Node.js, à la main. Donc pas de vibe coding. Pour le coupler à un petit LLM avec 0,5 à 1,5 milliard de paramètres. Donc ça pourrait tourner éventuellement sur un Pi, même sans carte d'accélération. En l'occurrence, j'en ai une. Il faut que j'arrête d'acheter n'importe quoi. Mais je vais le coder à la main. Cloud Desktop va me servir pour la recherche documentaire. Donc là, normalement, il n'y a quasiment que mon cerveau qui travaille. Et pourquoi je fais ça? C'est pour donner un cerveau à mon dernier jouet. Je vous ai dit, hein, plus vous êtes vieux, plus votre pouvoir d'achat normalement augmente. Donc je le désespoir de mes enfants. Hein. Ils me disent, papa, pourquoi t'achètes ça? Ça sert à rien. Je leur fais les démos. Ils me disent, et alors? Alors, ils ne sont pas informaticiens. Hein. Mon fils dédié à la gestion et au commerce, et ma fille est à Sciences Po. Donc, c'est juste, ils me regardent en disant au secours, tu dilapides notre héritage. Ouais. Tant pis pour vous. Utilisez l'IA, devenez des chercheurs ou des chercheuses avec l'IA. C'est quand même un moyen fantastique, parce que c'est un cerveau gigantesque qui connaît plein de choses. Il faut faire le tri. Et sur autre chose que du code. Alors j'allais dire sur autre chose que du code, je crois que sur le slide suivant, je parle quand même un peu de code. Avec Guillaume Lours, qui est un de mes collègues chez Docker, alors on se connaissait de bien avant Docker, et même s'il est beaucoup plus jeune que moi, on fait un talk depuis des mois, depuis plus d'1 an, qui s'appelle Compose and Dragons, et qui est un espèce de jeu de rôle en mode texte avec des petits modèles et Docker Compose. Et il n'a quasiment pas été vibe codé, sauf sur la version 6. Parce que Guillaume devient fou, en fait, à chaque fois qu'il arrive, on doit le présenter ailleurs. J'ai fait, en fait, par contre, j'ai fait une nouvelle version. Et donc, il découvre les nouveautés pendant le call. Parce que Guillaume, en fait, s'occupe de parler des parties techniques dures de ce qui a été utilisé, des composants utilisés. C'est un talk de 3 heures. Hein. Et en fait, il nous faudrait peut-être 4. On l'a fait à TEDx. Il y avait Fanny qui... Il faut que... J'accélère, j'y suis presque. Encore 20 minutes. Non, une. J'ai une skill qui fait de la recherche sur tout ce qui se passe au niveau acouphène. J'en ai depuis plus de 30 ans. Et là, depuis 2 ans, ils sont à un stade. C'est juste... j'ai des nains qui sifflent non-stop toute la journée. Et grâce à ça, j'ai quand même... Et puis, il n'y a pas de solution. Hein. Mon Toubib m'a dit, s'il y avait une solution, on serait au courant. Quand même. Mais j'ai pu déduire plein de trucs et m'apercevoir que, en fait, si j'arrive à ajouter 2 heures de sommeil à mon sommeil, j'ai une journée où j'y pense plus. Découvrir des sites aussi qui font des... Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vous fournissent des sons pour écouter la rivière pendant la nuit. Ou... Enfin, des fois, je l'écoute toute la journée. Et du coup, en cherchant, j'ai trouvé qu'en fait, si je me dope à la mélatonine, je dors 2 heures de plus et que je suis beaucoup mieux après. Et ma fille a viré vegan. Et du coup, quand elle vient à la maison, j'essaie de lui faire des trucs, parce que moi, je suis plutôt viandard, soit sans viande. Et en discutant avec une pote suédoise qui habitait dans mon immeuble, qui n'a jamais mangé de viande, elle me dit « Va à Super U, il y a des merguez vegan. » Je ne vous donnerai pas le nom, mais si vous voulez le nom de la marque, je vous donnerai après, c'est juste génial. J'ai essayé, je développe une addiction à la merguez vegan. Donc j'ai essayé les autres produits. Là, en 1 mois, j'ai perdu une taille de pantalon. Je suis enfin arrivé à fermer mon jean. Alors pas celui-là, parce que ma femme l'a passé à la machine, elle fait exprès de le faire. Parce que j'ai dit, je lave mes affaires moi-même, mais non, elle ne veut pas. Et du coup, je ne peux pas m'asseoir. Mais bon, j'ai quand même perdu une taille avec mon autre jean, celui que je lave moi-même. Et donc, c'est juste génial. Et donc, j'ai un projet que j'ai commencé qui est comment je pourrais faire mes merguez vegan moi-même. Et sérieux, hein, avec du pain et de la harissa, c'est top. Et mon fils, pareil, nous a demandé quand même, est-ce que vous allez continuer à acheter de la viande et du poisson? Parce que la dernière fois que j'ai ouvert le frigo, il n'y avait que des trucs vegan dans le frigo. Donc, je continue. Mais donc voilà, il y a plein d'autres idées comme ça. Donc, c'est presque fini pour ceux qui étaient en train de gigoter là-bas. Je pense que pour le futur, il faut qu'on résiste un petit peu et qu'on continue à faire fonctionner notre cerveau. Alors, je dis souveraineté locale, là, c'est plus pour le troll. Mais il faut qu'on reste des fixeurs, des réparateurs, et puis surtout des formateurs pour transmettre aux juniors. Parce que les juniors, s'ils ne savent plus fixer, machin, ils ne deviendront jamais des seniors. Et s'il n'y a plus de seniors, il n'y aura plus personne pour expliquer aux juniors, et ainsi de suite. Et on sera dans la merde.
Donc, enfin, c'est mon avis personnellement, et puis je ne voudrais pas que le métier de codeur, de vrai codeur, disparaisse. Donc, essayez de refaire marcher vos cerveaux. Ayez un excellent DevQuest. Merci à l'équipe de m'avoir donné quelques minutes de plus. Je suis désolé pour le stress. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là aujourd'hui et demain. Merci.